de l'assiette au micro. Épisode 4. Manger, s'émanciper. Des chercheuses et chercheurs en géographie et en théâtre démontrent comment se nourrir peut devenir un levier d'émancipation. Si j'étais en plat, je serais riz au poulet. Des makis et des sushis, parce que c'est vraiment mon plat préféré. Je peux en manger tout le temps, tous les jours, matin, midi, soir. J'aime vraiment beaucoup. Moi, je pense que ça serait l'aligot. Parce que je sais pas, c'est un plat que ma grand-mère, elle faisait tout le temps. Et du coup, c'est trop bon l'aligot, c'est vraiment mon plat préféré. Moi, je pense que ce serait du poulet boucané parce que c'est trop bon et c'est juste trop bon. Voilà. Moi, je suis basique, je ferais des pâtes avec de la rabiata et énormément de fromage. Si je serais un plat, je pense que je serais une escalope avec des brocolis et du riz. Moi, je serais un gâteau d'anniversaire. Il serait rose avec des paillettes et avec plein de petits bonbons. Je suis Corinne Luxembourg, géographe à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Je travaille sur des questions de recherche, sur la question de genre dans l'espace public en particulier. Et j'aime beaucoup travailler avec mes étudiants sur des ateliers participatifs, en l'occurrence sur la question de l'alimentation. Et c'est entre autres pour ça qu'on se retrouve. La géographie, d'abord, c'est une science humaine et sociale. Un des éléments principaux de la géographie pendant longtemps, ça a été de comprendre son territoire, notamment par l'agriculture. Et donc par l'agriculture, évidemment, comment les gens se nourrissent et qu'est-ce que ça induit comme façon de comprendre son espace, de manger son espace. Alors, je m'appelle Agathe Torti Alcayaga. Je suis maître de conférence en anglais. Et donc ma recherche, elle se fait alors en anglistique, parce que je suis prof d'anglais, dans le sous-champ de la littérature, qui est le champ des études théâtrales. Comment j'en suis venue à m'intéresser aux figures, on va dire, de la nutrition plus que de l'alimentation, en fait, dans le théâtre, c'est à travers Edouard Band. Et la façon dont lui voit la société, enfin la nôtre, c'est comme une grosse structure de prédation où chacun vit aux dépens de son semblable. Et déjà là, tu as le germe d'une métaphore alimentaire. Son œuvre, quand elle dépeint notre monde, elle dépeint la société du mangez-vous les uns les autres. Bien, bonjour, je suis Nasser Abahi, je suis géographe. Enfin, j'interroge les questions d'inégalité et je mobilise la question de sécurité alimentaire, d'approvisionnement agricole, mais aussi j'essaie de voir comment des formes d'organisation sociale, d'agriculteurs familiaux, des collectifs d'agriculteurs, permettent de produire de manière durable, de nourrir les villes et en même temps de satisfaire, tant du point de vue quantitatif et qualitatif, les demandes alimentaires des mondes urbains. Boris Lebeau, donc je suis professeur de géographie à l'Université Sorbonne Paris-Nord depuis bientôt 15 ans, je crois. Je viens de la géographie urbaine et de l'aménagement. Le cas de Paris 13, c'est très intéressant puisque l'offre alimentaire sur le campus, c'est vraiment une offre de campus, puisque autour, je ne sais pas si vous avez vu ce campus, il est vraiment posé au milieu d'une banlieue où il n'y a pas grand-chose autour. Et c'est pas comme à Paris, les étudiants peuvent aller acheter autour de l'université tout un tas de choses dans les commerces qui sont dispensés. Là, ici, ils sont un peu captifs de l'offre du campus. Donc la question de l'aménagement, en réalité, elle est assez cruciale dans ce rapport à la nourriture que peuvent avoir aujourd'hui les personnels et les enseignants de l'université. En fait, pour le dire simplement, les étudiants mangent un sandwich avec du pain de mauvaise qualité, avec de la mayonnaise industrielle. Ils boivent ensuite un coca et ils finissent par manger un Kit Kat. Là, on a face à ces pratiques-là du quotidien, l'absence d'une politisation des pratiques alimentaires, mais qui n'est pas le seul fait des étudiants. C'est bien le fait que sur le campus, on a un manque d'initiative politique et un manque d'initiative institutionnelle sur la manière d'approvisionner, la manière d'offrir, enfin de mettre à disposition une alimentation pour les étudiants. Ce
qui me frappe beaucoup, moi, chez les jeunes, c'est de voir à quel point ils sont socialisés, c'est-à-dire ils avalent, ils métabolisent ce que leur monde, leur épistémé, leur culture leur donne à manger. Quand on leur donne un truc tout fait, c'est pas qu'on leur veut du bien. Et ça, mine de rien, c'est vachement difficile à faire parce qu'on est dans un environnement d'enseignement de masse, de culture industrielle. L'épistémé de notre culture, qu'est-ce que c'est? Le fil rouge de la structure de notre culture, c'est la structure industrielle. Hein. L'enseignement est industriel, la bouffe est industrielle. Paradoxalement, on exalte l'individu, mais c'est pas vrai, on flatte simplement son ego. Ce qu'on veut, c'est qu'il se comporte comme tout le monde, quoi. Et l'enseignement, ça sert justement à ça, à dire non, faut pas se comporter comme tout le monde. C'est toujours dire aux étudiants, n'avalez rien tout rond, passez-le au prisme de votre intelligence. Je ne sais pas si vous avez remarqué, autour de l'université, il y a beaucoup de terrains libres de construction qui résultent en fait du projet d'aménagement original de l'université, hein, qui avait été planifié pour être un grand projet universitaire avec une ville nouvelle autour, etc. Donc l'État avait construit plein de réserves foncières autour de l'université pour construire des logements et tout un tas de choses qui ne se sont pas faites. Et du coup, on a vu ces dernières années le réemploi de ces friches industrielles, ces friches foncières, notamment à des usages alimentaires, puisque une partie d'entre elles ont été soit mis en pâture pour accueillir des moutons, soit mis en culture à un moment donné pour faire un petit peu d'agriculture urbaine, notamment sur les terrains vraiment situés à l'entrée de l'université. Donc là, ça montre aussi l'irruption de ces questions alimentaires finalement et d'agriculture dans la ville et finalement aussi dans l'enceinte de l'université. Moi, c'est Fabien Roussel, je suis maître de conférence ici depuis 1 an et j'ai fait ma thèse ici à Paris 13. En fait, on est dans un secteur de le Val-de-Montmorency, qui est un ancien secteur de maraîchage, qui a connu une arboriculture fruitière assez riche tout au long du XXe siècle, et qui a complètement périclité, et qui reste maintenant des traces de ces vergers abandonnés, et les parcelles de l'université en font partie. Il y a des vieux arbres fruitiers, d'ailleurs aussi sur le campus. On a fait des enquêtes avec ma collègue géographe, Flaminia Padéou, sur le retour de ces pratiques de cueillette en ville. Et j'y pense parce qu'on a suivi une personne dans le Val d'Oise, à Montmagny, juste à côté, qui arpente les vergers abandonnés pour collecter des pommes et des poires dans des quantités astronomiques qui sont gâchées. Tout ça me fait dire qu'il y a des ponts, des liaisons qui se font pas, en fait, entre des secteurs d'agriculture et des bouchers, y compris dans des zones abandonnées dont on pourrait valoriser finalement des produits frais et qui ne le sont pas. Donc en fait, on est bien sur ce campus face à une immense contradiction, un enjeu social, en fait, ou un enjeu alimentaire qui n'est plus un enjeu social, mais simplement envisagé comme un enjeu économique, au sens où on va faire sans cesse la sélection en fait de nos choix alimentaires et de nos orientations alimentaires ou de notre prestige alimentaire ou de notre politique alimentaire. On va d'un côté valoriser des produits de terroir, de prestige, voilà, la viticulture, les grands fromages, etc., etc. Et puis à côté de ça, en fait, on va considérer que dans les grandes métropoles, en fait, l'alimentation elle doit être pas un enjeu social, mais un enjeu économique. Donc satisfaire les pratiques de grands groupes qui vont, eux, rationaliser, écraser leurs marges, etc., pour pouvoir avoir des marchés. Que quand on regarde d'un point de vue économique les choses, on se rend compte que le secteur de l'industrie agroalimentaire, c'est un secteur économique énorme qui n'est pas forcément toujours très sain et qui va introduire des éléments dont on se demande bien ce qu'ils ont à faire dans nos plats. On va se retrouver avec des masses de sel qui sont pas bons du tout pour la santé ou tout un tas de choses comme ça, qui font que ça a des incidences sur nos corps, sur notre santé, et qui sont des questions de santé publique. Voilà, il y a
quelques années de ça, c'était sur de la viande où on trouvait que peut-être que les nitrites, pour pouvoir la conserver, ils étaient peut-être un peu superflus. Oui, mais c'était plus facile et plus rapide pour l'industrie agroalimentaire. Et donc ce secteur économique, il est évidemment situé géographiquement, d'autant plus quand on est en région parisienne comme ici, où on a ces grandes terres à blé que sont la Beauce d'un côté et la Brie de l'autre, et qu'on a aussi des secteurs d'élevage qui sont particulièrement importants. On est, dans notre quotidien, contraint de mal manger, ou de manger mal. On est en Seine-Saint-Denis, donc on est dans une situation démographique qui est propice normalement à la bonne alimentation. On a de la jeunesse, on a un bassin d'emploi qui est important. On est justement dans un territoire qui est souvent stigmatisé parce qu'il y aurait du chômage, parce qu'il y aurait justement une disqualification de la population. Sauf que, en réalité, on ne se sert pas de l'alimentation comme d'un levier de promotion sociale et d'émancipation sociale par l'alimentation. Sarah Daniel, elle a écrit une pièce qui s'appelle The Gut Girl. Elle prend la chose par encore un autre biais. Alors, c'est une pièce qui est à la fois féministe et socialiste parce que l'auteur Sarah Daniels pense que les deux sont liés. Elle lie exploitation de genre et exploitation de classe. Pour elle, le capitalisme, il naît du patriarcat. Elle évoque cette question-là à travers un témoignage social réel. C'est vraiment l'histoire d'une petite communauté ouvrière, prolétarienne, vraiment purement féminine. Pourquoi purement féminine ? Parce qu'on leur faisait faire le travail le plus dégueulasse qui soit. Et c'était à la fin du 19e siècle, début du 20e, au marché au bétail de Deptford, dans lesquels il y avait des abattoirs dans lesquels il y avait des ateliers où on traitait les boyaux, c'est-à-dire les intestins. On nettoyait la merde des intestins et on les faisait empaqueter, etc. C'était un travail épouvantable dans des conditions d'hygiène, je vous raconte même pas. Et donc elles sont dans une condition éminemment nourricière et dans une position sociale éminemment méprisée, mais elles s'en sortent quand même parce que pour leur faire ce boulot-là, il fallait les payer correctement. Et elles gagnaient en une année, je crois, 60 fois plus que ce que gagnait une domestique. Et à l'époque, les femmes, elles étaient surtout domestiques, quoi. Voilà. Et ça créait autour d'elles une microculture, enfin plutôt parmi elles, une microculture. C'est des femmes libres. Elles tenaient tête au patron, elles pouvaient dire merde, elles allaient au pub, elles s'amusaient, voilà. Et puis tout ça a pris fin quand la réfrigération a permis d'abattre les bêtes sur place avant de les envoyer dans Londres, et donc le marché aux bestiaux a fermé et donc leur boulot s'est terminé. Donc elles ont toutes été renvoyées dans les rangs du sous-prolétariat féminin de l'époque, c'est-à-dire qu'elles ont fait le grand saut du déclassement et elles sont passées du statut de traiteuse de tri à fille de maison, quoi. On pourrait se dire que voilà, il y a plusieurs milliers de personnes qui vivent ici sur ce campus quotidiennement. Il y a donc même d'un point de vue comptable et économique un intérêt à ce qu'un restaurant puisse cuisiner tous les jours. En fait, on pourrait se dire que y a une offre. On pourrait créer les conditions d'avoir ici une cuisine, du matériel pour faire des soupes, faire des salades fraîches, faire des plats pas nécessairement élaborés, mais qui seraient frais, qui seraient équilibrés, à partir de produits qui pourraient être conditionnés tous les jours ici, dans des conditions optimales. Et donc à partir de cette préparation en local, qui pourrait être bénéficier d'un approvisionnement local. On est en Île-de-France et à quelques kilomètres de là, il y a déjà des champs, il y a déjà du maraîchage, il y a déjà de la viande qui est produite. Il y a à plusieurs dizaines de kilomètres, un peu plus au nord, on a déjà des fromages, etc. Déjà avoir un système d'approvisionnement qui pourrait être largement quantifié, rationalisé pour que tous les jours on puisse fournir plusieurs centaines de repas de bonne qualité, peu onéreux pour une population jeune,
qui en a besoin, parce que la population ici, elle est étudiante, elle n'a pas des grands moyens. L'alimentation pourrait être un levier d'émancipation, un levier aussi de réduction des inégalités et un levier d'amélioration de la qualité de vie. On pourrait repenser le fait que comme il y a du monde sur ce campus, on pourrait créer un système alimentaire territorialisé avec une cuisine locale, un approvisionnement local et puis ensuite une qualité d'alimentation qui réponde aux besoins de cette population, les jeunes. Donc en fait, comme je l'ai dit, on touche au paradoxe de la politique alimentaire en France, on touche au paradoxe aussi du regard que portent les gouvernants sur les structures publiques. En fait, une université, c'est comme celle de Sorbonne Paris Nord, c'est plusieurs milliers de personnes qui se croisent, mais on ne se dit pas qu'à un moment donné, on pourrait donner une fonction sociale à l'alimentation, on pourrait lui réattribuer une fonction sociale. On ne le fait pas. On est toujours en France dans une logique où même l'alimentation est un enjeu économique, est un enjeu de business. Donc je pense qu'en fait, il y a une invisibilisation des convictions, des croyances des étudiants. Ils ne sont pas dépolitisés, mais ils évoluent dans un contexte où en fait l'alimentation est tellement dégradée et le système alimentaire tellement dégradé qu'en fait il n'y a pas de possibilité de repolitiser la chose alimentaire et qu'ils sont contraints de mal manger. Et après, effectivement, il y a d'autres causes qui peuvent sembler plus urgentes que de se battre pour une meilleure alimentation au quotidien, parce que quand on a 20 ans, 22 ans, on se sent en forme et bouffer un mauvais sandwich, c'est pas si grave. Mais effectivement, avoir des salles dans un meilleur état, etc., ou rentrer à l'heure pour aller bosser parce qu'on a un job étudiant, c'est des choses qui occupent davantage de place dans notre esprit. Donc on est bien là dans des réalités géographiques, de proximité, de rapport aux acteurs, mais de comment le territoire est aménagé de telle sorte que dans des quartiers populaires ici, on envisage l'alimentation comme finalement un enjeu dépolitisé, désocialisé et simplement qu'un business, alors qu'ailleurs finalement, où les capitaux sont supérieurs, capital culturel, capital économique, le fait de savoir où et comment manger fait que on peut avoir le choix en allant dans n'importe quel resto. Voilà comment elle se construit l'injustice alimentaire. Et les valeurs sur lesquelles notre société est fondée, ce sont des valeurs d'inégalité. Voilà, où tout se possède. Et si on se possède, c'est qu'il y a des possédants et des possédés. Et donc, à la base de tout ça, il y a une notion d'inégalité. Et il dit que quand on est notre épistémé, notre culture générale, elle s'installe en nous comme un architecte résident. C'est-à-dire qu'il construit et en même temps, il habite dans. Et déjà, on voit la vision ingestive de cette idée. Et pour finir, il dit, le sujet de tout théâtre politique, c'est bien la société. Mais ce n'est pas l'homme dans la société, c'est la société à l'intérieur de l'homme. Avec un H majuscule, évidemment. Okay, la société qui est à l'intérieur de nous. Et nous, on se croit tous libres. Puis en plus, on a un petit ego quand même. Donc on pense qu'on est libre, qu'on fait ce qu'on veut, etc. Mais ce n'est pas vrai. Imaginons-nous un instant que chaque mouvement, chaque chose que l'on parle, que l'on dit, chaque regard que l'on porte, chaque geste que l'on fait, même notre façon de nous mouvoir dans l'espace, etc., que tout ça soit tiré par la ficelle d'une espèce de manipulateur invisible et intangible qui est notre culture, notre épistémé. Il fait que l'on perpétue ces structures, ces façons de se comporter, de voir les choses, de parler, etc., qui font que ça ne va pas. L'alimentation, c'est plus un enjeu social, c'est un enjeu économique. Si c'était un enjeu social, on ne regarderait pas les dépenses pour la bonne alimentation. On dirait qu'il faut construire des systèmes alimentaires, il faut subventionner l'achat des structures publiques en produits frais, il ne faut pas compter l'emploi de ceux qui travaillent la terre, de ceux qui travaillent dans la logistique, de ceux qui préparent, de ceux qui servent, etc. Non, on est dans une logique libérale, c'est-à-dire que tout secteur de l'économie doit être rentable. L'alimentation, bientôt ça sera la santé, c'est déjà le cas pour l'éducation. Et l'alimentation, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'on sait que ça ne va pas, mais qu'on n'arrive pas à s'empêcher de le faire? C'est incroyable quand même. On le sait tous, qu'on ne vit pas bien, qu'on ne se traite pas bien les uns les autres, qu'on profite les uns des autres, et qu'à la base de ça, il y a quand même l'idée qu'on n'est pas tous égaux, et qu'il y a des forts et des pas forts, et qu'on veut tous tirer notre épingle du jeu, mais
aux dépens de quelqu'un d'autre, et ça fait de nous quelque part des criminels. Et ça va pas, parce que le boomerang nous revient toujours, de toute façon. Et on le sait, et on n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi ? Et je trouve que cette question-là, c'est la question la plus politique, la plus profondément politique qui soit. On peut partir d'une pièce de Bond qui s'appelle Au petit matin, par exemple, où il décrit notre société comme une société cannibale, à l'époque victorienne. Et donc, il montre la reine Victoria. Alors, c'est une pièce comique, hein, très très drôle, horriblement drôle, où il montre la reine Victoria qui dévore ses sujets et chacun qui dévore son semblable, et ça montre ce qu'on ne devrait pas manger. Un autre spectacle dans cette veine-là, mais plus soft, c'est le dernier spectacle d'Eva Doumbia, par exemple, qui s'appelle Autophagie. Autophagie, hein, ça dit bien ce que ça dit, on est encore dans « on se mange soi-même ». Et dans ce spectacle-là, elle présente un certain nombre d'aliments, de nutriments, qui nous semblent absolument naturels de trouver sur les étagères de nos épiceries, alors qu'en fait, ils viennent pas du tout de chez nous, ils viennent de très très loin, et que pour les amener du bout du monde jusque chez nous, pour les marketer, faire en sorte que les gens les apprécient, les achètent, les consomment, etc., il a fallu énormément d'efforts, et d'efforts qui se payent en sang humain très souvent, vous voyez, l'arachide, le cacao avec l'Afrique, enfin, voilà, etc. Et ça a à voir avec la mondialisation parce que nos façons de consommer ici vont parfois être très inspirées des modes de consommation dans d'autres pays du monde et que le brassage culturel qui est celui de la métropole et de la mondialisation font que on va manger sans trop de difficultés mexicain, chinois, japonais, thaïlandais, éthiopien, marocain. Mais dans tous les cas, on a une sorte de projection géographique par les assiettes. C'est aussi en ça que la géographie a à voir avec les questions alimentaires. C'est que se nourrir, c'est tellement le quotidien qu'en fait, c'est le monde entier. C'est cette relation-là. D'où viennent les aliments ? Qu'est-ce qu'on accepte de manger ou pas ? Alors, dans accepter, il y a qu'est-ce que nos cultures font qu'on accepte ? Et évidemment des questions de santé qui viennent très rapidement derrière. Et on se rend compte très rapidement en fait que les choses sont liées entre économie, santé et qu'est-ce qu'on accepte de manger ou pas. J'ai quand même beaucoup travaillé sur la banlieue nord de Paris, donc sur un secteur plutôt de gens confrontés à la pauvreté, etc. Quand je regarde un petit peu le rapport de ces populations à leur alimentation et à la précarité alimentaire, je me rends compte qu'ils sont plutôt mieux lotis en France que ce que je vois par exemple en Amérique du Nord, au Canada ou aux États-Unis, qui est absolument détestable. Et je me rends compte que en France, il y a encore, et notamment dans cette banlieue nord, la tradition des marchés forains, qui permet d'amener 1 à 2 fois par semaine de la nourriture de relativement bonne qualité aux populations, et notamment des fruits et des légumes, ce qui est important. Quand on va aux États-Unis, ils mangent que des produits transformés par l'industrie. Il y a certains quartiers aux États-Unis, même certaines villes, où pour trouver un fruit ou un légume, il faut faire plusieurs dizaines de kilomètres. Là, c'est pas le cas. Et je pense qu'on a aussi des populations issues de l'immigration, beaucoup du Maghreb, d'Afrique, etc., qui ont conservé des pratiques culinaires bien particulières, où on continue à faire les plats qu'on faisait au Maghreb, etc., donc ils sont très riches en légumes et en fruits. Mais je pense qu'il y a quand même le croisement des cultures et des pratiques ici du marché forain et d'autres sources d'approvisionnement en fruits et légumes qui font que ces populations sont un peu moins impactées par la malbouffe, même si je pense que finir les fins de mois, pour beaucoup, c'est très compliqué et qu'aujourd'hui, avec l'inflation des prix de l'alimentaire, ils y sont confrontés aussi. Mais je pense qu'on n'est pas dans les situations qu'on peut connaître dans d'autres pays développés, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni et pire aux États-Unis, je pense. Si on arrivait vraiment à porter sur soi un regard objectif, un regard qui émanerait de notre innocence radicale, un regard qui poserait tout simplement les causes et les effets des choses
devant nous et qui nous permettrait de choisir ce qui est bon pour nous, et individuellement et collectivement, parce que dans le fond, c'est la même chose. Si on pouvait porter ce regard-là sur nous, je pense que notre monde deviendrait très facilement un paradis. Le monde est fait pour être un paradis, il n'est pas fait pour être un enfer. Il est fait pour être un paradis. De l'assiette au micro. Une série radiophonique de la Commune Mesure, créée dans les campus de la Sorbonne Paris-Nord, sur l'invitation du service culturel. Épisode 4. Manger, s'émanciper. Prise de son, Julie Romeuf et Valentine Ponson. Montage, Julie Romeuf. Musique du générique par l'atelier création musicale. De l'assiette au micro.